Récemment, on peut voir une présence militaire assez importante à Taïwan et elle augmente en ce moment. Donc je crois que la Chine continentale observe cela également. Ils veulent s'assurer que les États-Unis respectent leurs relations, y compris les 3 communiqués, la normalisation et le Taiwan Relations Act, mais sinon ils agiraient rapidement, je le crois vraiment. Si la RPC estime que les États-Unis utilisent Taïwan comme base militaire et augmentent la présence de personnel militaire à Taïwan, ils agiront très rapidement pour changer la situation en ne faisant pas de Taïwan une partie de la chaîne de défense du Pacifique Ouest des États-Unis. Bonjour à tous, je suis Pascal de Neutrality Studies. Et aujourd'hui, je parle pour la 2e fois avec Dr. Joanna Lee, une femme d'affaires taïwanaise, dirigeante de médias et ancienne législatrice du parti Kuomintang. Aujourd'hui, nous voulons discuter un peu plus en détail de son propre travail et de son analyse de la situation politique à Taïwan. Joanna, bienvenue à nouveau. Salut Pascal, c'est bien d'avoir une autre occasion de discuter avec toi. Merci de m'avoir invité. C'est fantastique que nous puissions avoir un tête-à-tête et approfondir un peu la politique taïwanaise. Mais avant de le faire, pourriez-vous peut-être nous donner un peu plus de contexte sur vous-même, où vous travaillez auparavant, comment vous en êtes venu à travailler comme cadre dans les médias aux États-Unis, puis votre travail pour le Parlement à Taïwan. Très brièvement, je suis née l'année après que 400 000 bombes ont frappé Jinmen. Je suis donc née en 1958 et j'ai grandi à Taïwan, où j'ai terminé mes études universitaires avant de me rendre à l'Université de Pennsylvanie pour mes études supérieures, à la fois pour un master et un doctorat. Mon master portait principalement sur le développement, sur la manière dont les pays élaborent une stratégie, ainsi que sur les questions de développement social. Mon travail de doctorat portait sur les orientations politiques et comment elles se transmettent entre les générations et sont communiquées de génération en génération. Après cela, je suis allée à New York et j'ai travaillé chez Capital Cities ABC, qui était la société mère du réseau ABC TV pendant environ 10 ans. Les 6 premières années ont été passées au réseau ABC TV, en commençant par un poste de chercheur social jusqu'à travailler sur la recherche sociale pour enfants, la programmation d'actualité, ainsi que la programmation en prime time. Les 4 dernières années ont été très intéressantes, car c'était une période où des personnes comme John Negroponte étaient au MIT Media Lab. Nous avons commencé à examiner la possibilité des 500 chaînes, le haut débit, l'interactivité numérique et ainsi de suite. J'ai travaillé dans une unité d'investissement stratégique de Capital Cities ABC et j'ai ensuite été promu directeur et vice-président pour l'investissement stratégique. Puis notre entreprise a été rachetée par Disney. Donc nous avions tous différents types d'espoirs et de rêves. J'ai poursuivi un autre rêve et j'ai été recrutée par des chasseurs de tête pour aller à Singapour. À Singapour, mon travail consistait à examiner les investissements dans les médias, la communication et la technologie de l'information dans toute l'Asie, à l'exclusion du Japon. C'était une période où de nombreuses licences mobiles et licences médiatiques étaient délivrées. La privatisation était omniprésente et de grandes familles se sont lancées dans les médias et la communication. Nous avons encore beaucoup à faire avec la technologie de l'information. J'ai passé 7 ans à Singapour à travailler dans la région Asie-Pacifique. Bien sûr, j'ai été confrontée à la crise financière asiatique. Environ 7 mois après mon arrivée à Singapour, la crise financière asiatique a touché
tous les pays. J'ai donc dû passer d'un rôle d'investisseur stratégique à celui de travailler sur la restructuration de la dette, les fusions et acquisitions d'entreprises, en essayant de sauver des entreprises ainsi que les espoirs et les rêves des individus. Je pense donc qu'avec ce bref aperçu, vous pouvez voir que mon expérience a été assez intéressante, en commençant par être un jeune étudiant d'un pays en développement, allant dans mon département de rêve, à l'Université de Pennsylvanie, l'école Annenberg, puis en passant au centre des médias et de ce qu'ils appellent maintenant l'hégémonie culturelle. Donc, vous savez, les États-Unis sont un pays très fort en matière d'exportation culturelle et j'étais au cœur, au centre à New York, et je travaillais avec des législateurs et d'autres à Washington, D.C. Donc, je suis allée dans une sorte de premier monde au centre de sa force, puis j'ai été recrutée pour, encore une fois, retourner en Asie, aidant les économies en développement à construire de nouveaux secteurs dans la communication, les médias et la technologie de l'information. Donc, j'ai en quelque sorte navigué entre le tiers-monde et le premier monde. Et puis, pendant un certain temps, j'ai travaillé intensivement sur les questions de pauvreté en tant que chercheur. Donc, avant de retourner à Taïwan en 2000, j'ai en quelque sorte fait le tour du monde et j'ai eu une éducation très complète, comprenant les différentes parties du monde et comment leurs besoins et leurs rêves peuvent et doivent être satisfaits. Quand je suis retournée à Taïwan en 2000, c'était la première fois que Chen Shui-bian a gagné. Ainsi, le DPP a remporté la direction et c'était la première fois que le KMT perdait sa position de parti au pouvoir. Au cours des 24 années suivantes passées à Taïwan, j'ai observé une élection présidentielle après l'autre et j'ai même participé à 2 d'entre elles. Nous avons constaté de nombreuses différences dans la relation entre Taïwan et la Chine en raison des différences entre les partis. Celui qui devenait le parti au pouvoir avait en fait beaucoup à dire sur ce que nous ferons et devrions faire de l'autre côté du détroit de Taïwan. Nous devrions donc passer un peu de temps à examiner cette partie de l'histoire au cours des 24 dernières années. Oui, précisément. Car l'information importante ici est que depuis que Chiang Kai-shek est allé à Taïwan en 1949, lorsqu'il avait essentiellement perdu la guerre civile sur le continent, il s'est retiré avec la République de Chine. Il a emporté la République avec lui. Mais il était bien sûr le représentant du KMT, le Kuomintang, dont vous êtes membre du parti, n'est-ce pas? Et le KMT a gouverné pendant les 50 années entières jusqu'en 2000. Il était très proche d'un dictateur, mais le KMT était au pouvoir. Puis il y a eu la transition vers la démocratie à la fin des années 90, début des années 2000. Et en 2000, pour la première fois, un autre parti est arrivé au pouvoir, le DPP. Permettez-moi de vous corriger un peu à ce sujet. Taïwan est effectivement retourné dans les bras de la Chine en 1945 lorsque le Japon a perdu la Seconde Guerre mondiale et a rendu Taïwan, qui était sous sa colonisation, à la Chine. Ainsi, le gouvernement du KMT est effectivement arrivé à Taïwan en 1945. Et je pense que c'est une partie que les gens négligent souvent. Entre 1945 et 1949, le KMT a rapidement reconstruit l'économie de l'île parce que lorsque les Japonais sont partis, ils ont même emporté toute l'énergie. Les nouveaux membres du KMT ont donc dû reconstruire le réseau électrique et la structure énergétique, et ils l'ont fait en 3 mois. C'était donc une partie très importante de l'histoire, car Taïwan a alors été rendu à la Chine et n'était plus sous domination japonaise. Et la deuxième partie est que la plupart des gens pensaient que la démocratisation avait commencé en 2000 lorsque le DPP a gagné. En fait, en 1987, c'était une occasion très marquante lorsque le fils de Chiang Kai-shek, Chiang Ching-kuo, a mis fin à la loi martiale et a permis la formation de différents partis et leur participation aux élections politiques.
Ainsi, 1987 a été le moment officiel où la loi martiale a pris fin. Ensuite, vous avez eu un système politique plus libre et ouvert, avec différents types de participation politique à partir de 1987. D'accord. Donc la transition vers la démocratie, ou la transition démocratique, a certainement eu lieu sur une période assez longue. Et pendant cette période, différents courants politiques ont pris de l'ampleur dans le pays. Aujourd'hui, ils sont plus ou moins séparés en trois grands partis: DPP, KMT, et quel est le troisième? C'est TPP. 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 Oui, c'était le Parti du peuple d'abord. Mais le Parti du peuple d'abord n'est plus aussi fort. Donc Cowen-Jay a dirigé le TPP, le troisième parti. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces 24 dernières années? Parce que dans les années 1990, alors que vous étiez à l'extérieur du pays, c'était pas non plus complètement paisible. Il y avait toujours des tensions avec le continent, n'est-ce pas? Et il y avait toujours des moments où les Américains déployaient des porte-avions entre Taïwan et le continent. Et je pense que déjà, dans le dernier épisode que nous avons fait, nous avons établi que le nom officiel de Taïwan est la République de Chine et que le nom officiel du continent est la République populaire de Chine. République populaire de Chine, oui. Bien qu'il soit logique de parler de la RPC pour le continent et de la ROC là-bas, car les deux conviennent qu'ils sont des versions différentes de la Chine, n'est-ce pas? Exactement. Je pense que vous avez tout à fait raison. Vous venez de mettre le doigt sur le bon moment. Parce qu'en 1990, à la fin de la loi martiale, qui était en 1987, comme je viens de le mentionner, après cela, il y a eu beaucoup de débats internes sur la structure politique, mais aussi Lee Teng-hui, le président de l'époque, a réalisé qu'il fallait maintenir la paix à travers le détroit de Taïwan pour développer Taïwan. Donc en 1990, il a accepté la suggestion de l'un de nos amis, l'ambassadeur Dai, de former le Conseil national pour l'unification et aussi rapidement l'année suivante d'adopter des lignes directrices pour l'unification nationale, et cela pour dire à la Chine que nous travaillons toujours vers un régime d'unification. Donc, vous savez, quelles que soient les différences que nous puissions avoir, nous travaillerons sous le Conseil d'unification nationale avec les lignes directrices pour l'unification nationale. Les lignes directrices pour l'unification nationale comportent 3 phases. La première phase consiste à réduire l'hostilité. La deuxième phase est de construire la confiance et de commencer à promouvoir des réformes en RPC. Et c'est bien sûr la perspective de la ROC. À cette époque, nous croyions que le communisme n'était pas la structure ou le système idéal pour l'ensemble de la Chine. Donc, notre idée était que dans la deuxième phase, nous réduirions d'abord l'hostilité, puis construirions la confiance et déplacerions progressivement la RPC du régime communiste et commencerions leurs réformes. Ensuite, la troisième phase consiste à négocier une unification sous la démocratie et l'égalité, ce qui signifie que les deux parties, même si Taïwan est très petit et la Chine très grande, auront une structure politique ou un système institutionnel d'unification égal à l'avenir. C'était donc en 1990 et 1991, sous le règne de Lee Teng-hui, et Lee Teng-hui, bien sûr, alors qu'il était président du KMT, promouvait en secret le DPP et a formé Chen Shui-bian et Tsai Ing-wen. Ils étaient tous ses subordonnés. Vous pouvez donc voir que c'est une histoire très complexe parce que Lee Teng-hui était à la tête du KMT, mais sous sa direction, il a formé des dirigeants du DPP les uns après les autres et a même soutenu le DPP en donnant structurellement à chaque parti un fonds de dotation politique en utilisant les fonds électoraux. Pourquoi a-t-il fait cela en tant que leader du KMT, en favorisant l'opposition à son propre parti?
Eh bien, dans ses propres mémoires, vous pouvez voir qu'il est en fait un fervent colon japonais. Son identité et son identification sont japonaises, il a étudié au Japon. Il faisait partie de cette génération qui croyait que le Japon représentait une possibilité civilisée idéale pour Taïwan. Donc, avec cette identification ou identité japonaise très forte, il a beaucoup en commun, probablement pas avec Chen Shui-bian, mais beaucoup en commun avec Tsai Ing-wen et Lai Ching-te, les deux derniers présidents. Et Lai Ching-te est bien sûr l'actuel président à Taïwan. Ainsi, Lee Teng-hui, Chen Shui-bian, Tsai Ing-wen et Lai Ching-te viennent d'un milieu très similaire et ont une identité et une identification politique très fortes et similaires. Leurs orientations sont les mêmes. Oui, école de pensée. Et vous savez, c'est très très intéressant. Et c'est quelque chose que beaucoup d'Européens et aussi d'Américains ne comprennent pas bien. Juste les différences dans ces expériences coloniales et ce que certains dirigeants décident. Juste la comparaison entre Taïwan et sa vision du Japon et la Corée et sa vision du Japon. Puis comparer cela à Singapour, qui a également été envahi et revendiqué sous occupation. Et comment s'appelait-il? Désolé. Singapour, le grand Lee Kuan Yew. Il a failli être abattu par les Japonais. Il n'a échappé que de justesse. Mais il est devenu un grand partisan de l'idée que nous devons suivre l'économie japonaise, alors que les Coréens ont fait quelque chose de complètement différent. Maintenant, Taïwan est plutôt dans le camp de Singapour à cet égard, n'est-ce pas? L'autre significatif est le continent. Ce n'est pas le Japon. Eh bien, je pense que nous devons examiner deux grandes divisions. L'une concerne ceux qui étaient à Taïwan pendant les 50 ans de colonisation japonaise. Ceux qui étaient à Taïwan forment un groupe très restreint. Ils faisaient partie du camp japonais et les autres ont en fait combattu contre le Japon. 600 000 personnes ont été tuées lorsque le Japon a pris le contrôle de Taïwan. Donc, cette période de colonisation n'était pas toute rose. Il y a eu beaucoup de souffrances et 600 000 personnes ont été tuées. Il y a donc encore un très grand groupe de Taïwanais qui ne s'identifient pas aux Japonais. Cependant, Lai Ching-te, Tsai Ing-wen et Lee Teng-hui appartiennent à l'autre camp. Ils étaient des Taïwanais modèles choisis par les colonisateurs japonais, comme ceux à qui on a donné des opportunités spéciales pour l'éducation, des opportunités spéciales pour même aller au Japon, ainsi qu'à leur famille. Vous voulez dire leur famille, parce qu'ils sont trop jeunes pour avoir été choisis par les Japonais, n'est-ce pas? Par exemple, Lee Teng-hui est allé au Japon pour étudier pendant un certain temps. Le père de Tsai Ing-wen est allé au Japon. Le père de Lai Ching-te avait une relation très forte avec le Japon et sa famille avait une relation très forte avec la famille de Shinzo Abe. Donc certains Taïwanais ont reçu un traitement spécial. Mais permettez-moi de dire que ce n'est pas tous les Taïwanais. C'est donc une grande division à Taïwan. Mais il y a une autre grande division. Ceux qui sont venus à Taïwan en 1945 ou 1949 après la colonisation japonaise ont combattu le Japon en Chine continentale, ce qui a été la guerre sino-japonaise la plus sanglante jamais vue. Plus de 30 millions de personnes ont été tuées. Plus de 268 généraux ont sacrifié leur vie. Il y a eu un grand nombre de victimes militaires et civiles. Ainsi, ceux qui ont combattu le Japon en Chine continentale avaient en fait des points de vue très différents sur cette période. Vous pouvez donc voir qu'il y a deux grandes divisions. Ceux qui sont venus à Taïwan, avec le gouvernement après la période de colonisation, et à Taïwan, ceux qui ont été choisis comme modèles taïwanais et ont reçu un traitement spécial, et ceux qui n'ont pas été choisis et ont combattu le Japon du début à la fin. Et maintenant, permettez-moi de poser une question sur l'ADN politique du KMT, qui, à ma connaissance, a toujours été fermement ancré dans la chinoiserie, n'est-ce pas?
les représentants de la République de Chine étant l'une des deux Chines, celle qui pendant le plus longtemps, jusqu'aux années 1990, jusqu'au consensus de 1992, disait qu'ils allaient reconquérir le continent. Comment était cet ADN dans le passé? Et comment est-il aujourd'hui? Est-ce pour cela que le KMT est le parti qui plaide beaucoup plus fortement pour la réunification? Eh bien, je pense qu'il faut à nouveau examiner le règne de Lee Tenghui, car Lee Tenghui était le président du KMT. Donc, pendant la période où Lee Tenghui dirigeait le KMT, il a fortement encouragé l'émergence de certaines factions très étranges à Taïwan pour devenir des leaders du parti, des cadres du parti, et ainsi de suite. Ainsi, le KMT original sous Chiang Kai-shek et Chiang Ching-kuo était celui qui a réalisé les 10 grands projets d'infrastructure qui ont construit TSMC et initié la réforme agraire à Taïwan. Toutes ces choses, vous savez, l'éducation obligatoire de 9 ans pour tous les enfants et toutes ces choses faisaient partie du KMT original. Mais sous le règne de Lee Tenghui, il a introduit de nombreux membres du parti dont l'idéologie et les idées n'étaient pas différentes de ce que l'on peut voir aujourd'hui avec le DPP ou le TPP. Ce sont des réalistes politiques. Ils se sont battus pour des positions politiques. Par conséquent, je pense qu'il est vraiment difficile de dire ce qu'est le KMT aujourd'hui, car il réunit deux factions différentes. Cependant, vous avez raison de dire que, peu importe d'où vous venez ou à quelle faction vous appartenez au sein du KMT, vous devez soutenir la Constitution qui affirme qu'il n'y a qu'une seule Chine, et vous devez soutenir les lignes directrices de nos lois régissant la relation entre les personnes de la région continentale et la région de Taïwan, qui est le nom officiel à Taïwan, pour désigner nos deux parties. Donc vous pouvez voir que si vous êtes dans le camp du KMT, vous devez soutenir cela parce que vous êtes le parti qui a construit la République de Chine et a initié la Constitution. Alors, comment pouvez-vous ne pas soutenir la Constitution qui dit qu'il y a une seule Chine? Et comment pouvez-vous être membre d'un parti et ne pas soutenir les lois que vous avez adoptées régissant la relation à travers le détroit de Taïwan? Par exemple, je vous disais que vous savez, lorsque nous avons les directives pour la relation entre les personnes à Taïwan et les personnes en Chine continentale, il y a une loi qui nous permet de voyager à l'international avec un passeport, mais à travers le détroit de Taïwan avec une carte de Taïwan qui a été émise, la mienne est émise par la RPC, par la Chine continentale, et ils en auraient une émise par Taïwan. Parce que nous reconnaissons que nous sommes sous un même parapluie et qu'il y a deux zones, la zone continentale et la zone de Taïwan, et c'est la loi du pays. Donc, si vous faites partie du KMT, vous devez respecter ces deux lignes directrices les plus importantes, la Constitution et les lignes directrices sur les relations entre les peuples de part et d'autre du détroit de Taïwan. Vous devez probablement aussi honorer le Conseil national pour l'unification et une directrice pour l'unification nationale, car ceux-ci ont été adoptés pendant le règne du KMT et lorsque le KMT était le parti au pouvoir. Et cette configuration est très intelligemment réalisée et en fait très réconciliatrice pour deux entités qui officiellement sont encore en guerre civile mais ne se battent pas. Et nous avons abordé cela la dernière fois, je crois. C'est comme si vous aviez vraiment pas une guerre froide, c'est plutôt une paix chaude dans une situation de guerre, et vous reconnaissez les documents de l'autre, bien qu'il y ait, bien sûr, un désaccord, un énorme désaccord, sur qui est l'autorité principale, et c'est tout ce qui doit être résolu. Oui, mais qui est l'autorité principale? Je pense qu'il y a une réalité que les gens à Taïwan doivent reconnaître.
En 1972, quand j'étais au collège, nous ne représentions plus l'ensemble de la République de Chine aux Nations Unies, n'est-ce pas? 1972 était l'année où C'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Jusqu'en 1972, le siège au Conseil de sécurité, le siège de la Chine, est occupé par quelqu'un de Taïwan, de la République de Chine. parce que nous faisions partie des puissances d'après-guerre qui ont construit les Nations Unies. En fait, le représentant de Taïwan a proposé la création de l'Organisation mondiale de la santé. Nous l'avons réellement proposé. Nous avons donc été une très grande partie du mouvement de l'ONU, un mouvement vers la paix après la Seconde Guerre mondiale, mais nous n'avions plus le siège en 1972, après la résolution de 1758. Et puis, le 1er janvier 1969, les États-Unis ont rompu leurs relations avec la ROC, qui est Taïwan, et ont établi leurs relations, ce qu'ils appellent la normalisation, avec la RPC. Donc, ce changement majeur dans la reconnaissance de qui est la représentation officielle de l'ensemble de la Chine est une réalité avec laquelle les gens à Taïwan ont dû composer et vivre depuis très longtemps, depuis les années 1970. Maintenant, laissez-moi vous poser cette question, car il me semble que le conflit à travers le détroit depuis 1949 a subi un changement majeur. Pour moi, l'ancien conflit était centré sur qui est la Chine, et le conflit actuel est centré sur ce qu'est Taïwan. Est-ce une manière juste de le dépeindre? Je pense que vous êtes vraiment intelligent de le formuler de cette manière. Examinons 3 éléments en mouvement ici. Le premier élément en mouvement est Pékin, qui n'a jamais cédé. Le principe d'une seule Chine dit qu'une seule Chine inclut Taïwan. Et si vous poussez cela, alors vous avez 2 options. Soit vous avez une unification pacifique, soit une unification forcée, n'est-ce pas? S'il n'y a qu'une seule Chine. Donc, c'est la perspective de la Chine qui n'a pas changé. À l'origine, la perspective de Taïwan était la même aussi, mais en ce moment, la perspective du DPP à Taipei est une Chine, un Taïwan. Donc, ils reconnaissent également qu'il n'y a qu'une seule Chine, mais que cette seule Chine n'inclut pas Taïwan. Et cela leur donne la liberté de poursuivre une indépendance de facto ou de jure, ou la liberté de la promouvoir. Si vous demandez aux gens du DPP, croyez-vous qu'il y a une seule Chine? Ils disent, oui, bien sûr, il y a une seule Chine, mais cette seule Chine n'inclut pas Taïwan. Maintenant, regardons le 3e élément en mouvement. Le 3e élément en mouvement est les États-Unis. Ils ont modifié le langage en politique d'une seule Chine. Ils ne disent pas principe d'une seule Chine. Ce n'est qu'un mot, mais la différence d'un mot. Cette une seule Chine peut ou non inclure Taïwan. Donc parfois ils diront, d'accord, vous savez, les gens de part et d'autre du détroit de Taïwan décideront de ce qu'ils feront. Donc ils sont dans la non-ingérence, la non-intervention. Parfois, ils feront une double dissuasion. Vous ne faites pas d'unification, vous ne faites pas d'indépendance, ils dissuaderaient les 2 côtés avec une double dissuasion. Et parfois, au cours des 6 ou 8 dernières années, ils font quelque chose de quasi-intervention en soutenant les dirigeants du DPP dans leurs revendications séparatistes. Vous pouvez donc voir que Tsai Ing-wen dans son 2e mandat et Lai Ching-te dans sa première année ont fait des proclamations plus fortes en termes de Taïwan indépendant qui a très peu à voir avec la Chine. Parfois, ils utilisent le terme ROC, mais ce ROC n'a rien à voir avec la Chine. C'est exactement le problème. Et puis bien sûr, la représentation de Taïwan, surtout dans les médias occidentaux, comme un pays, s'est répandue, n'est-ce pas, au moins depuis les 15-20 dernières années, de parler de Taïwan comme s'il s'agissait de la Thaïlande, de Singapour, du Japon, une entité indépendante. Et c'était la Chine maléfique qui essaye d'affirmer son pouvoir sur une nation indépendante,
alors que la situation est bien plus complexe. Et oui, vous avez des passeports. Mais oui, vous reconnaissez aussi les documents de l'autre. Et bien sûr, la Chine continentale est le plus grand partenaire commercial de Taïwan, etc. Mais cette mauvaise représentation de l'état réel des choses est un outil politique très dangereux, n'est-ce pas, pour manipuler le soutien pour ou contre l'indépendance. Absolument, car ils parlent maintenant de Taïwan comme si elle n'avait jamais eu de relation avec la Chine continentale, et donc sa revendication d'indépendance et d'autodétermination devrait être respectée selon la Charte des Nations Unies. Alors, examinons si Taïwan et la Chine continentale sont vraiment sans rapport. Je pense qu'il y a des faits, des fictions et une politique identitaire facile. Regardons les 500 dernières années. De la dynastie Ming à la colonisation néerlandaise, au royaume de Chongning, de Zheng Chenggong, à la dynastie Qing, à la domination japonaise, à la République de Chine à Taïwan. Vous examinez donc environ 500 ans de cette période entière. La colonisation néerlandaise a duré 38 ans. La colonisation japonaise a duré 50 ans. Donc sur les 500 ans, 88 ans ont eu un lien avec des pays en dehors de la Chine. Les autres étaient des dynasties, des généraux, des administrations, des magistrats envoyés de Chine à Taïwan et ont gouverné Taïwan. Lorsque le DPP affirme, et si vous regardez leur sorte de programme scolaire à l'école primaire et au collège, que Taïwan a une relation très forte avec la colonie néerlandaise dans le commerce mondial international et une influence très forte exercée par les colonisateurs japonais, et donc toutes les parties civilisées venaient du Japon, cela représentait 88 ans sur 500. En fait, ils ne mentionnent presque jamais que la dynastie Qing a gouverné Taïwan pendant 200 ans. Ainsi, il y a eu une très grande influence chinoise sur Taïwan, à commencer par qui étaient ses premiers immigrants, jusqu'au type de culture, de langue qu'ils ont porté de leur pays d'origine à Taïwan, à la relation entre les cultures à Taïwan, au comté d'origine. Ces aspects n'ont pas été mentionnés de nos jours par le gouvernement du DPP. Ils ont en fait minimisé la connexion avec la Chine pour inciter, et ils ont vanté, ils ont promu la connexion glorifiée avec les Néerlandais et les Japonais. Mais comme je l'ai dit, si vous comptez simplement le nombre d'années, il y a eu plus de 500 ans d'histoire récente. 88 ans viennent des Néerlandais, 38, 50 du Japon, et le reste provient de diverses régions, dynasties de Chine. Donc Taïwan a toujours fait partie de la Chine. Ce n'est pas seulement aujourd'hui parce que le gouvernement de Chiang Kai-shek est venu à Taïwan, c'est parce qu'elle a toujours fait partie de la Chine, au moins depuis 400, 500 ans. Et à quel point le facteur d'identité locale, domestique, est-il important selon vous? J'ai plusieurs amis taïwanais, très proches, et ils s'identifient comme taïwanais. D'un autre côté, aucun d'entre eux ne contesterait que les Taïwanais font partie de la grande famille Zhonghua, de la grande famille chinoise. Pas chinoise au sens politique, mais chinoise au sens ethnique. Personne ne contesterait cela. Ils sont tous d'accord. Non, non, bien sûr, nous faisons partie de cela. D'accord, parce que beaucoup d'entre eux portent en fait avec eux leur nom de famille d'origine. Donc, ils utiliseront le nom de Tang Hao pour identifier d'où ils viennent. Maintenant, je pense que c'est double. D'une part, c'est une fabrication très facile de différents types d'identités pour que Taïwan, en tant que peuple, puisse et doive jouir de l'autodétermination. Si nous faisions partie de la Chine, comment Taïwan pourrait-il jouir de l'autodétermination et aller aux Nations Unies? Donc, pour le mouvement d'indépendance de Taïwan, ils ont besoin d'une identité taïwanaise différente qui accordera aux gens de Taïwan leur droit à l'autodétermination. Donc, politiquement, c'est facile et nécessaire. L'autre, je pense, c'est la politique identitaire.
Et c'est la partie triste à Taïwan. Si vous assistez aux débats animés pendant les grandes campagnes, les gens diront « Oh, vous les continentaux, retournez en Chine. Allez-vous-en ». Tout comme les gens aux États-Unis demanderont aux personnes venant du Mexique de repartir. Mais s'ils sont nés aux États-Unis, ils ont autant de droits que toute autre personne née aux États-Unis. Pourquoi doivent-ils souffrir de cette politique identitaire et être utilisés comme boucs émissaires? Malheureusement, à Taïwan, c'est aussi le cas. Donc d'une part, il y a la nécessité de l'indépendance de Taïwan en termes de construction d'une identité différente et unique de Taïwanais pour l'autodétermination. Et d'autre part, c'est un stratagème très bon marché pour la politique identitaire, surtout au moment des élections, quand vous demandez aux gens de voter pour vous. OK, votez pour moi et ne votez pas pour ces gens qui devraient partir. Quand je me présentais aux élections, quand les gens m'appelaient un cochon du continent, je l'acceptais en quelque sorte parce que c'est toujours chinois. Vous êtes taïwanais. Il y a des gens du continent. Et si vous me détestez, vous m'appelez un cochon du continent, ça va. Mais si vous commenciez à m'appeler un cochon sino, comme un japonais le ferait, alors je ne l'accepterai pas parce que vous vous identifiez alors à la période de colonisation japonaise et en tant que japonais, et vous m'appelez un cochon chinois. Il y avait donc des lignes très subtiles, très fines dans toutes ces sortes de jeux d'identité. Mais je pense que la partie la plus difficile est pour les étrangers de comprendre que ce n'est pas si simple. Ce ne sont pas les continentaux et les Taïwanais. Ce ne sont pas seulement les Japonais et les Taïwanais. Tout est complexe et très, très compliqué. Quel est votre point de vue sur l'impact que ces deux acteurs significatifs ont encore aujourd'hui? Le Japon d'une part, parce que vous l'avez mentionné plusieurs fois, y a-t-il encore une influence étrangère du Japon sur Taïwan, qui va au-delà, disons, de l'anime, du manga et de l'influence culturelle? Et puis, les États-Unis. La présence militaire des États-Unis dans le détroit de Taïwan a toujours été importante, depuis le moment où les bombes ont cessé de tomber sur Kinmen jusqu'à aujourd'hui. Comment voyez-vous cette influence? Examinons d'abord les États-Unis. Initialement, jusqu'à la 1969, nous avions encore un traité de défense commun. Ainsi, Taïwan dépendait fortement des États-Unis pour la défense de Taïwan en termes d'armement, de formation et d'opérabilité conjointe. Cela a continué jusqu'à la 1969, car après la rupture des relations diplomatiques, il y a eu encore 6 mois avant que le traité de défense commun ne prenne fin en 1969. Mais après cela, beaucoup de gens croient, et j'ai d'ailleurs lu un article aujourd'hui, que les États-Unis ont défendu Taïwan, mais en réalité, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas vraiment défendu Taïwan parce que dans le Taiwan Relations Act, ils étaient autorisés à fournir à Taïwan des armes de nature défensive, mais ils ne pouvaient pas participer à la défense effective de Taïwan. Et cela irait à l'encontre de leur relation avec la RPC. Lorsqu'ils ont normalisé la relation avec la RPC, il y avait 3 conditions. Normaliser la relation, retirer leurs troupes était la deuxième, et cesser l'application du traité de défense conjoint était la troisième. Donc ils n'avaient en fait pas de présence militaire à Taïwan jusqu'à très récemment. Très récemment, on peut voir une présence militaire assez importante à Taïwan. Et elle augmente en ce moment. Donc je crois que la Chine continentale observe cela également. Ils veulent s'assurer que les États-Unis respectent leurs relations, y compris les 3 communiqués, la normalisation et le Taiwan Relations Act, mais sinon, ils agiraient rapidement. Je crois vraiment que si la RPC estime que les États-Unis utilisent Taïwan comme base militaire et augmentent la présence de personnel militaire à Taïwan, ils agiront très rapidement pour changer la situation
en ne faisant pas de Taïwan une partie de la chaîne de défense du Pacifique Ouest des États-Unis vis-à-vis de la Chine continentale. Donc, c'est pour les États-Unis. La question japonaise est complexe parce que, comme je l'ai dit plus tôt, il y avait des gens qui combattaient le Japon pendant ces 50 ans, à gauche et à droite, et plus de 600 000 personnes ont été tuées. Cependant, les dirigeants actuels du mouvement d'indépendance de Taïwan, du DPP, sont issus de la faction japonaise. Le mouvement d'indépendance de Taïwan a deux branches principales. L'un est celui qui lutte contre, entre guillemets, le régime totalitaire. Ils étaient principalement aux États-Unis et avaient une relation très forte avec les États-Unis, en particulier avec le Parti démocrate. L'autre branche est composée de ceux qui s'identifient et ont encore des liens familiaux au Japon. Ces Taïwanais ont commencé comme colons japonais et se sont ensuite identifiés comme japonais. Ce sont ceux qui sont actuellement au centre du régime du parti DPP, avec Lai Ching-te en étant un. Donc même s'il n'y a qu'un seul Lai Ching-te en tant que président, il a beaucoup d'influence sur ce que fait le parti dans son ensemble vis-à-vis du Japon. Dans leurs règles, ils ont un outil très important qui est le programme scolaire. Ils ont modifié le programme, ils ont retiré beaucoup de contenu chinois et ont réintroduit du contenu japonais. Donc, à mon avis, ils ont en fait fabriqué une histoire taïwanaise qui glorifie l'occupation et la colonisation japonaise en minimisant les autres contributions faites par des personnes, notamment de la Chine continentale, à travers les générations et différentes dynasties. Et ces changements ont été effectués en utilisant le programme comme base. Donc si votre ami, probablement de votre année, de votre âge, était né 10 ou 20 ans plus tard, s'il était à l'école primaire en ce moment, il aurait probablement une identification très forte avec Taïwan-Japon plutôt qu'avec Taïwan-Chine. C'est vrai, c'est vrai. Je veux dire, c'est malheureusement ce que les partis politiques font parfois. Ils essaient d'utiliser et d'abuser des programmes scolaires pour influencer les perceptions des jeunes. Mais le fait que Taïwan soit une démocratie fonctionnelle, avec un système multipartite, conduit également à certains moments intéressants, comme il y a 2 ans, je pense, lorsque, en fait, juste au moment où Nancy Pelosi a visité Taïwan, il y a eu aussi un moment où l'ancien président M. Ma, qui était un président du KMT, est revenu après 8 ans de DPP. Vous avez eu 8 ans de M. Ma. M. Ma était celui qui a serré la main de Xi Jinping, je pense, en 2016, juste à la fin, n'est-ce pas? Et il est allé, il y a 2 ans, encore une fois sur le continent, pour un voyage de bonne volonté, juste au moment où les tensions montaient à nouveau. Cela n'aide-t-il pas, en fait, à rétablir les relations, bien que Ma n'était pas au pouvoir et que le KMT n'est pas au pouvoir, mais que certaines parties de la République de Chine peuvent encore dire, par exemple, « Hey, au fait, tout le monde n'est pas d'accord, alors essayez de rétablir les relations pendant que les autres font leur truc. » Eh bien, je pense que Ma Ying-jeou joue un rôle extrêmement important en tant qu'ancien dirigeant de Taïwan, car pendant ces 8 années, nous avons eu des négociations de gouvernement à gouvernement, d'agence à agence, et signé des accords directement. Avant cela, nous devions passer par d'autres organisations, parfois des OBNL ou des ONG, pour faire signer ces arrangements. Donc, Ma Ying-jeou représente un progrès. Comme je l'ai dit, dans les lignes directrices pour une éventuelle unification, il y a 3 phases différentes. La première est de réduire l'hostilité et la deuxième est de promouvoir un certain type de discussion. Et Ma Ying-jeou fait certainement partie de cette promotion de la paix éventuelle. Je pense que nous avons vu le pendule osciller d'avant en arrière plusieurs fois. En 2005, lorsque Lien Chan s'est rendu en Chine continentale avec Hu Jintao, nous avons lancé un plan convenu par les 2 dirigeants selon lequel nous aurions 2 forums différents.
L'un est le développement et l'autre est la paix. Le forum de développement est avant que nous ayons une sorte de résolution pacifique éventuelle de la situation à travers le détroit. Nous pouvons commencer par promouvoir la coopération économique et la Chine peut commencer à aider l'économie de Taïwan qui n'était pas en très bon état à ce moment-là. Ainsi, le forum de développement a effectivement commencé et avancé selon le calendrier. L'autre forum n'a jamais eu lieu. C'était le forum de la paix. Les deux dirigeants ont convenu que, eh bien, commençons à réfléchir à ce que cela ressemblerait si nous devions nous unifier d'une certaine manière, forme ou autre. Vous savez, si nous, à Taïwan, n'aimons pas le modèle d'un pays, deux systèmes, alors qu'aimerions-nous? Il y a donc eu une tentative de dire mettons nos esprits ensemble, commençons à rédiger, vous savez, commençons à discuter de ce que pourrait être l'avenir. Cela n'a malheureusement jamais eu lieu. Pendant les 8 années du règne de Ma Ying-jeou, nous avons eu beaucoup d'accords économiques, y compris les CFA et ainsi de suite, mais nous n'avons jamais avancé avec le Forum de la paix. Nous n'avons jamais pu nous asseoir et regarder, d'accord, ne faisons pas la guerre. Nous ne voulons pas nous battre. Alors comment aborder la paix? Comment pouvons-nous avoir un système qui nous permettrait d'avancer? Et ce nouveau cadre pour les relations entre les deux rives n'a malheureusement jamais vu le jour. Je pense donc que si nous regardons Ma Ying-jeou aujourd'hui, il a commencé par rencontrer Xi Jinping lors de son dernier mois en novembre 2015, puis l'année dernière, en 2023, il a emmené de jeunes étudiants en Chine, invité des délégations de jeunes étudiants chinois à Taïwan, ouvrant ainsi à nouveau la porte entre les deux rives. Il a donc encore beaucoup de rôle à jouer en termes d'avancement de notre agenda de paix, en commençant à reprendre le Forum de paix, qui n'a jamais eu lieu il y a 20 ans, car c'était en 2005. Maintenant, c'est 2025. Nous n'avons pas avancé sur ce point depuis 20 ans. Et peut-être que cette année sera le moment où il pourra le faire, s'il peut le faire ou s'il décide de le faire. Je pense qu'il ouvrira au moins une autre voie pour nous éviter d'aller directement à la guerre ou au moins de ne pas discuter de la guerre tout le temps. C'est très important, je crois. Envisager des futurs non violents est extrêmement important. Et il faut aussi reconnaître tous les différents dirigeants à Taïwan et en Chine continentale qui ont réellement eu des idées, car il y a beaucoup d'idées. Et je veux juste vous en présenter une brièvement. C'était une idée de l'ancienne vice-présidente de Taïwan, Madame Annette Lu Shulien, une femme que j'admire beaucoup. Elle est bien sûr du DPP. Et il y a quelques années, elle a eu cette idée de faire de Taïwan une île de paix et de neutralité. Elle m'a en fait donné ceci, un coupe-ongle, un de mes objets préférés, qui dit en caractère chinois « paix, neutralité, le rêve de Taïwan ». Sa vision était que Taïwan devrait déclarer la neutralité, pas l'indépendance, juste la neutralité. Pas de base militaire, mais aussi pas de troupes de la RPC. Juste sortir Taïwan des considérations géopolitiques comme une issue. Quelle est votre opinion sur de telles idées créatives pour s'éloigner de la question « sommes-nous indépendants ou non ?» Je rencontre Annette Lu assez souvent. Et vous savez, souvent nous allons ensemble à des forums pour la paix. Donc je pense que s'il y a un quelconque consensus à Taïwan, pour la plupart des gens, c'est que nous ne voulons pas de guerre. Taïwan ne peut pas se permettre une guerre. Nous n'avons pas de profondeur stratégique. Il n'y a pas de résilience globale. Nous avons eu une situation très désastreuse il y a quelques années avec environ 300 personnes gravement brûlées. Et ces 300 personnes ont, en fait, épuisé notre système médical du centre au nord de Taïwan. Donc, si vous pensez à une guerre avec 5 000 à 20 000 victimes, il n'y a aucun moyen que nous puissions survivre à un tel choc. Les gens ont un consensus très fort. Je pense que les personnes sensées
qui croient que nous pouvons trouver une autre solution en dehors de nos petites différences. Bien sûr, si vous êtes DPP et que vous promouvez l'indépendance de Taïwan, vous ne pensez pas que c'est une petite différence. Vous voulez une grande différence. Mais permettez-moi d'ajouter ceci. En plus d'Annette Lu, il y avait beaucoup de promoteurs de la paix à Taïwan. Ce sont des artisans de paix qui ont proposé différents types de propositions. Certaines personnes ont même suggéré des fédérations, des communautés, des marchés communs. Mais en plus de cela, permettez-moi d'ajouter une autre perspective. La Chine, tout au long de ses milliers d'années d'histoire, a connu environ moitié-moitié. La moitié du temps, la Chine avait une structure unitaire, un seul gouvernement dirigeant l'ensemble du pays. Mais environ 40% du temps, il y avait des États séparés, différents types d'arrangements dans différentes parties de la Chine, et ils étaient toujours considérés comme une seule dynastie. Donc, pour les personnes dans la philosophie occidentale des États-nations, surtout celles après la Seconde Guerre mondiale, il est très difficile pour elles de comprendre la complexité de la vision chinoise de ce que l'unification et ce que les États séparés pourraient être. Il y avait beaucoup de types d'arrangements différents à partir de différentes dynasties, avec le Nord et le Sud, et ainsi de suite. Je pense donc que nous sommes beaucoup plus flexibles dans la compréhension que l'on peut concevoir différents types de structures financières et politiques et que cette structure pourrait être utilisée pour favoriser un avenir, y compris les différentes parties avec lesquelles la Chine continentale traite actuellement et dont l'Occident les accuse en termes de Mongolie, Xinjiang, Tibet, Taïwan, Hong Kong, Macao, Tussen en droit serati de aspectline pour respecte individual. Being accused of being not respecting their individual wishes, and that we may add, it's still a Et si nous pouvons ajouter, c'est toujours une sorte d'idée d'État-nation occidentale, toujours une idée d'autodétermination, ce qui est très différent si l'on regarde les 3000 à 4000 ans d'histoire enregistrée de la Chine, où l'on trouve différents arrangements politiques. L'un des arrangements est très similaire à une fédération, le meilleur exemple étant les îles Åland en Finlande, après l'URSS et la Norvège. La situation des îles Åland peut être qualifiée de fédération, ce qui est différent d'une fédération. Donc je pense qu'il ne faut pas se laisser piéger par ces définitions utilisant des concepts occidentaux sur la manière dont les États-nations peuvent organiser leurs relations. La Chine a beaucoup de flexibilité dans l'histoire et a connu de nombreux arrangements politiques différents. In history have seen a lot of different political arrangements. If we just put our minds to it, if we just Si nous nous y mettons vraiment, si nous sommes déterminés à nous assurer que nous avons la paix et que nous résolvons le problème actuel sans recourir à la guerre, alors je suis très confiant que nous pouvons trouver une solution. Et probablement la plus simple est de demander, disons, à Ma Ying-jeou et Xi Jinping de commencer un dialogue à Jinmen et Xiamen, des deux côtés, de la partie la plus proche des deux régimes et de les laisser commencer à discuter de ce que pourrait être notre nouvelle forme ou notre nouvel avenir, qui ne sera peut-être pas ce qu'ils pensent être le modèle de Hong Kong ou quel que soit le modèle. Nous devons être capables d'avoir des modèles plus créatifs au XXIe siècle. C'est déjà une nouvelle ère. Nous n'avons aucune raison d'entrer en guerre. Tu as tout à fait raison. Je suis fasciné que tu aies mentionné l'exemple des îles Åland, qui font partie de la Finlande, mais sont suédophones et se trouvent entre les deux. Elles sont essentiellement autonomes, et l'armée finlandaise n'a pas le droit d'y aller, car elles sont également neutralisées. Elles ont officiellement un accord de neutralité. Il existe ces modèles très créatifs pour pacifier une situation potentiellement dangereuse en raison de l'histoire et des événements passés. Qu'est-ce qui, en ce moment, bloque un dialogue plus productif entre le DPP et la Chine continentale? Est-ce une pure idéologie ou y a-t-il aussi du côté chinois une réticence à débattre avec le DPP?
an unwillingness to debate with the DPP? I think there is a precondition for a Je pense qu'il y a une condition préalable pour qu'une véritable discussion ait lieu. La condition préalable est la même, c'est que la RPC reconnaisse la ROC. Depuis très longtemps, ils n'ont pas reconnu la ROC. Si vous ne reconnaissez pas la République de Chine, alors ce que vous avez, c'est la République de Taïwan. Donc, la RPC peut décider si elle reconnaîtra la République de Chine, lui permettant d'avoir un statut officiel pour entrer en discussion ou en négociation. Voilà pour le côté chinois. Au fait, je ne parle pas en théorie. Quand je suis allée aux États-Unis, lorsque j'ai rempli le formulaire d'entrée, je n'ai pas été autorisée à écrire RSIC. J'ai dû écrire Taïwan. Et c'est parce que la RPC, à l'époque, ne voulait pas que les États-Unis reconnaissent la ROC-SIC. Oui, peut-être très rapidement. Il y a cette coïncidence vraiment intéressante, que pour deux raisons complètement différentes, la RPC n'a aucun intérêt à rappeler à tout le monde que la ROC existe toujours là-bas. Et la plupart des gens dans la ROC, du moins les gens du DPP, n'ont aucun intérêt à mettre l'accent sur la ROC, parce que vous mettez l'accent sur la Chine, n'est-ce pas? Donc, ils mettent l'accent sur Taïwan. Exactement. Deux raisons différentes. Les deux parties minimisent le fait que la ROC existe. C'est exact. Donc, je pense que la clé la plus importante pour une véritable discussion du côté de la RPC est de reconnaître que la ROC existe toujours. Mais il est plus difficile pour le DPP de reconnaître également l'utilisation de la ROC et non d'un Taïwan de facto. Ce qu'ils me disent depuis longtemps, c'est que j'avais beaucoup d'amis, les promoteurs, qui disaient, vous savez, nous disions ROC à Taïwan, ROC sur Taïwan, ROC et Taïwan, c'est la dernière phase. Donc, ils utilisent maintenant simplement un pseudonyme pour la République de Taïwan, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est pourquoi le DPP a migré de leurs trois phases. Maintenant, si le DPP voulait vraiment promouvoir la paix et entamer un dialogue, je pense qu'il devrait abandonner l'indépendance de Taïwan, au moins dans l'intérêt supérieur du peuple. The Taiwan independence, at least based on the best interest of the people. They have to abandon the self-determination. Ils doivent abandonner l'idée d'indépendance de jure de Taïwan, de type autodétermination et adhésion aux Nations Unies, ce qu'ils ont en quelque sorte déjà fait, mais sans le reconnaître officiellement. S'ils reconnaissent véritablement la République de Chine et décident de s'engager avec la RPC dans des discussions sur un avenir politique, cela leur apporterait deux choses. Premièrement, ils s'appuieraient toujours sur la constitution de la ROC qui fournit l'histoire de 1912 jusqu'à aujourd'hui. Deuxièmement, ils respecteraient toujours les lignes directrices des lois et des relations à travers le détroit de Taïwan. C'est ce que nous avons commencé en 1990 pour que les gens de part et d'autre du détroit de Taïwan puissent coordonner et coopérer. Donc, en se basant sur notre état de droit, notre structure légale et notre structure constitutionnelle, revenir vraiment et embrasser la ROC serait une position très forte pour le DPP afin de montrer à la Chine continentale qu'ils devraient recommencer à s'engager avec le DPP car ils ne s'engagent pas avec le DPP en ce moment. Ils ont cessé toute communication officielle avec le DPP depuis un certain temps. Donc, pour que le DPP commence à se réengager avec la Chine, il doit envoyer un signal très fort, disant que nous ne poursuivons pas l'indépendance de Taïwan et que nous ne serons pas une base militaire américaine. Nous voulons poursuivre un avenir pacifique pour les gens de part et d'autre du détroit de Taïwan. Et cela impliquerait de reconnaître la République de Chine des deux côtés. Reconnaître la République des deux côtés. Mais ce que nous avons vu en Ukraine, c'est qu'au fil du temps, les États-Unis et les forces de l'OTAN ont réussi à capturer des parties significatives du processus politique, ou du moins suffisamment du processus politique, afin d'enrôler l'Ukraine dans cette guerre par procuration contre la Russie. Il y a de grandes craintes que la même chose puisse se produire à Taïwan.
Si vous regardez la structure politique de Taïwan et la manière dont le pouvoir politique est exercé, la structure de la République de Chine est-elle plus résiliente à ce type d'ingérence étrangère, ou cela se produit-il déjà? Certaines parties sont-elles déjà cooptées et mises en ligne pour cette guerre que les États-Unis ne cessent de dire que nous allons avoir et semblent vouloir plus tôt que tard? Malheureusement, c'est le dernier. Parce que si vous regardez l'opinion publique, les éditoriaux et les articles des universitaires, ils parlent tous d'un conflit dans le détroit de Taïwan comme d'une éventualité. Ils croient que cela finira par arriver. Et c'est devenu une prophétie autoréalisatrice et un présage très dangereux pour les habitants de Taïwan. Le fait malheureux est que lorsque j'ai parlé à Berlin, aux élites économiques et politiques, elles m'ont dit que nous n'avons pas le choix. Nous devons prendre votre représentation officielle telle qu'elle. En d'autres termes, nous devons prendre les paroles de votre président. Nous devons prendre les paroles de l'ambassade ou des ambassadeurs désignés par le DPP dans notre pays. Et ce statut officiel et cette position officielle bénéficieront d'un très fort soutien des États-Unis à ce stade. Les États-Unis soutiennent une Taïwan indépendante, ou du moins une Taïwan séparée de la Chine continentale. Et le fait malheureux est que tous les souhaits et rêves des gens à Taïwan ne peuvent pas surpasser le statut officiel de Taïwan, comme la représentation à Washington et dans d'autres endroits. Donc nous ne sommes pas entendus. Nous ne sommes pas entendus. Les personnes qui voulaient la paix et ne croyaient pas que nous n'avons pas de résultats ont en fait la capacité de résoudre nos problèmes. Et ce sont les personnes sages qui faisaient partie du gouvernement. Comme vous l'avez dit, le KMT a dirigé le gouvernement pendant plus de 50 ans et il y avait beaucoup de politiciens, diplomates et bureaucrates formés dans les ministères. Il y avait beaucoup de personnes formées pour traiter des questions très complexes. En fait, bien mieux formées que les actuels assignés du DPP. Mais ils ne sont pas en position officielle pour représenter le peuple. Malheureusement, cela pourrait être une prophétie autoréalisatrice, et c'est certainement pourquoi des gens comme moi essaieront de s'exprimer pour que les gens en dehors de Taïwan aient au moins l'occasion d'écouter, à travers des programmes comme le vôtre, Pascal, la nature compliquée, les nuances derrière les mots, et ne pas simplement considérer Taïwan comme la démocratie modèle qui essaie de lutter contre un envahisseur très puissant de la Chine continentale. En fait, comme je l'ai dit plus tôt, Taïwan n'est pas une démocratie modèle. Nous évoluons vers une démocratie illibérale. Nous sommes actuellement une autocratie électorale. En fait, notre système politique, le système électoral, est sous l'influence du populisme. Alors, les gens font des promesses et essaient de travailler pour apaiser les factions qui leur donneront des voix. Et nos médias endoctrinent le public en promouvant la fiction plutôt que les faits à maintes reprises. Notre programme enseigne à nos enfants une partie de l'histoire qui a été fabriquée. Donc, en termes d'éducation, de médias, ainsi que de notre système électoral, nous avons beaucoup de travail à faire. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir. Mais actuellement, ce n'est pas la démocratie idéale ou le modèle de démocratie, le modèle du partenaire valorisé que Biden a fait croire que Taïwan est. Donc, espérons que vos auditeurs auront un peu de temps pour écouter et pour trouver les nuances compliquées et pour mieux comprendre qu'il y a plus d'une voix à Taïwan et qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent la paix à Taïwan. Et je peux en témoigner, car même tous mes amis du DPP veulent aussi la paix. Je veux dire, la seule chose sur laquelle tout Taïwan est à peu près unanimement d'accord, c'est pas de guerre. La question est, comment y parvenir? Joanna, nous en reparlerons certainement, surtout lorsque des événements se produiront.
Si les gens veulent vous lire, avez-vous un endroit où vous publiez quelque chose que les gens peuvent suivre? Something where people can follow you? Actually, I'm too lazy, but En fait, je suis trop paresseux, mais je vais essayer d'être plus diligent. Merci beaucoup de me le rappeler. Je vous inviterai à nouveau sur ma chaîne. Dr. Joanna Lee, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci, Pascal.